Cette semaine, à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur des enfants qui ne sont pas comme les autres. Pourquoi ils ne sont pas comme les autres? Parce qu'ils sont atteints d'un trouble envahissant du développement, d'un déficit de l'attention, de l'hyperactivité, ou ils sont autistes, enfin peu importe, ou autres. Bref, des enfants qui sont différents et qui bénéficient quand même d'un certain nombre de soins, d'un bon encadrement. Et qu'en est-il des parents qui doivent parfois passer jour et nuit à encadrer, à s'occuper de ces enfants différents? Nous accueillons en studio deux parents, un homme et une femme. D'abord, M. Paul Saint-Germain, parent d'un jeune enfant, d'un jeune garçon différent. Et nous accueillons aussi Mme Lynne Laporte, qui est également une mère monoparentale avec des enfants différents, qui est la présidente fondatrice d'une organisation qui prend soin des enfants et des parents surtout, qui s'appelle TEDAcœur. Mme Laporte, bonjour et bienvenue à l'émission. Merci, bonjour à vous. Parlons d'abord de votre situation personnelle. Évidemment, c'est inévitable. Avant de parler de l'organisation comme telle, on va d'abord essayer de revenir un peu sur votre famille. Les enfants qui ont tous des atteintes, en fait des troubles neurologiques, des difficultés neurologiques. Vous en avez 4 en plus. Et les 4 sont touchés. Oui, les 4 enfants sont touchés à différents niveaux, avec différentes pathologies, différences. Donc, c'est ça. J'ai mon plus vieux, Antoine, qui a un trouble déficitaire de l'attention non diagnostiqué. Il a 22 ans, donc à l'époque, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Oui. Il y a Laurence, qui a 12 ans, qui a un TDAH, donc un trouble avec hyperactivité. Il y a un trouble oppositionnel avec provocation et une dysorthographie. Donc, lui, il y a 3 pathologies. Qu'est-ce que c'est la provocation? C'est un peu... parfois, il y a des colères, il y a des obscénités qui vont sortir tout seuls, là, sans que ce soit contrôlé. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est encore là un trouble neurologique. C'est la difficulté du cerveau à gérer la colère. Donc, les petites choses font une grosse colère. Ouais. Les grosses choses peuvent faire une énorme colère. Donc, c'est important de pouvoir gérer l'enfant, lui apprendre à reconnaître quand ça monte, comment est-ce qu'il peut faire pour la gérer, quelles sont les techniques qu'il peut utiliser pour la gérer. Mais c'est ça. Effectivement, c'est la difficulté à gérer la colère, mais c'est neurologique et c'est pas comportemental. Est-ce que c'est pas la tourette? Ça porte pas un nom, ça? Est-ce que ça a des similitudes avec cette maladie? Ça a des similitudes, mais c'est pas la même chose. Le gène de la tourette, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des tics, il y a des tocs, il peut y avoir d'autres choses qui vont rentrer là-dedans que le TOP comme tel n'aura pas, que le trouble oppositionnel avec provocation n'aura pas. OK, donc on a parlé d'Antoine et de Laurence, il en reste 2, les 2 autres maintenant. Exact. Donc, il y a Thomas qui a 10 ans aujourd'hui, qui a un trouble envahissant du développement de style syndrome d'Asperger. Donc, c'est un autisme de haut niveau d'adaptabilité sociale. Donc, il devrait être capable éventuellement de s'intégrer dans la société. Et il y a un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, c'est ça. C'est que lui, une double... Donc, vous faites la nuance, là. Vous dites autisme de haut niveau, parce exact. que y a vraiment toute une échelle entre le haut niveau et les autres autistes qui sont plus atteints, qui sont plus solitaires. Alors, il y a plus de salut pour les enfants qui sont autistes de haut niveau, c'est ça? Exact. En fait, dans le spectre autistique, on a du très sévère, où c'est que l'enfant est non-verbal, il va être aux couches, il peut avoir de la difficulté à manger tout seul, la motricité fine va être très, très défaillante. Et on a dans les hauts niveaux, où c'est que c'est généralement des autistes sans déficience intellectuelle ou des syndromes d'Asperger, des enfants qui ont été diagnostiqués avec un syndrome d'Asperger. Donc, ces gens-là ont une capacité d'apprendre en faisant du copier-coller particulièrement avec les gens normaux à s'intégrer dans une société. D'accord. Donc, en tant qu'adulte, ça fait des adultes qui sont très responsables, qui sont capables de pouvoir avoir une vie pratiquement normale. Donc, de performer aussi. De performer aussi, oui. Il y a pas mal de gens connus qui ont de le haut niveau et du syndrome d'Asperger. Nommez donc quelques noms, là, comme qui, par exemple? Bill Gates. Steve Jobs. Albert Einstein? Oui, définitivement. Mozart, probablement, le serait aussi. Ken Reeves, au niveau d'un acteur, la capacité de copier-coller la réalité de la vie. Donc, lui, c'est son don, c'est ce qu'il a. Eh bien, d'accord. Enfin, il y en a une quantité assez impressionnante. Le 4e enfant, maintenant. Le 4e enfant, alors, c'est ma fille, ma seule fille, Sarah Fay, qui a 6 ans, qui est très fort, probablement, TDAH aussi, donc le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. C'est une fille, donc ça ne paraît pas de la même façon qu'un garçon, mais assise à table, c'est impossible de pouvoir la garder tranquille. Elle peut grimper sur mes épaules pendant que je parle à quelqu'un. Elle ne marche pas, elle ne sait pas marcher, elle court sans arrêt. Par contre, à l'école, ça va bien.
Alors, ça se transforme pas de la même façon, ça apparaît pas de la même façon qu'avec les garçons, mais c'est ça, on est en voie de diagnostic avec elles. Donc, ça doit être toute une corvée, enfin une corvée, c'est tout un travail, tout un encadrement que de s'occuper de ces 4 enfants. Comment vous y arrivez? Vous êtes mère monoparentale en plus? Oui, je suis mère monoparentale, donc j'ai mes enfants avec moi pratiquement à temps plein. Donc, il y a plusieurs papas. J'en ai 2 dont le papa habite très loin, donc je les ai vraiment réguliers. C'est-à-dire Laurence et Thomas sont avec moi à temps plein. Mais c'est ça. En fait, on s'organise. C'est l'organisation. Le secret, si vous aviez un mot à dire, l'organisation, comment s'organiser avec ces enfants-là? La structure. Hein? C'est vraiment la structure, l'encadrement. Exact, vous avez le bon mot. On ne peut pas vraiment varier. Il faut que les choses soient faites clairement. Chez moi, j'ai des listes de tâches à faire que les enfants doivent cocher à chaque fois qu'ils sont faits. Il y a des récompenses qui vont, ou bien il y a des conséquences qui vont y aller si jamais c'est pas réussi. Mais c'est vraiment ça, c'est l'encadrement. C'est l'ouverture d'esprit aussi. Chez moi, il n'y a pas de cachotterie. On en parle ouvertement. Chacun est au courant des différences et des pathologies des uns et des autres. Chacun sait ce qu'il faut faire pour aider les uns les autres. Ça se fait pas tout le temps. C'est des enfants. Ah, ben oui. Bon, ça reste des enfants. Ça permet de respecter le territoire et de comprendre ce qui se passe autour aussi. Exact. Parce que le respect, c'est important. La grande difficulté, c'est que je ne peux pas élever mon fils TED, mon fils avec le syndrome d'Asperger, comme j'élève un TDAH ou comme j'élève un TOC. Donc, il faut vraiment fractionner notre éducation pour arriver à pouvoir le faire. Et l'ouverture d'esprit et de parole avec les enfants est importante parce que comme on les élève pas de la même façon, ça crée de la jalousie. Il y a des choses qui sont passe-droit pour un qui ne seront pas pour l'autre et vice-versa. Vous devez avoir des téléphones de l'école, vous? Les professeurs doivent appeler à la maison sur une base régulière, dites donc? Pas cette année. Pas cette année. Cette année, les choses se sont considérablement stabilisées. Mon fils de 12 ans est rentré au secondaire. Il y a une prise en charge comme il n'y a jamais eu auparavant. Et ça l'aide énormément. Puis Thomas, mon petit Thomas, bien, il est à la même école depuis le début. Donc cette année, on a atteint un niveau de croisière, mais il est en 5e année. Donc on a encore peut-être pour 1 an de sursis avant de retomber. Est-ce que vous diriez que vous avez davantage de ressources maintenant de la société, du système, enfin? Je vous pose la question. Non. Non. En fait, ce serait l'inverse. Plus qu'ils vieillissent, moins qu'on en a. OK. Donc, jusqu'à 5 ans, il y a énormément de ressources. Donc, vous êtes de plus en plus isolé avec les enfants, c'est ce que je comprends. De plus en plus seul. De plus en plus seul. Et c'est pour ça que vous avez fondé une organisation qui s'appelle TED à cœur. Oui, ça part d'un besoin personnel dont je me suis aperçue finalement était généralisé. Donc, je n'étais pas la seule parent à vivre ce genre de situation-là. Le besoin était un peu partout alentour de moi quand j'échangeais avec les autres. Puis, bon, oui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses pour les jeunes enfants. De moins en moins en vieillissant pour les enfants. Et pour les parents, rien. Il n'y a rien pour les parents. Bon. On ne prend pas soin de nous. C'est vrai que, dans le fond, tout est focalisé sur l'enfant. Les parents qui doivent se débrouiller avec des enfants comme ça doit être exigeant, ça prend une santé de fer, une organisation extraordinaire. Donc, TED à cœur, ça veut dire quoi, TED à cœur? TED à cœur, c'est les troubles envahissants de développement au niveau du cœur. Donc, c'est fait avec le cœur, d'où vient le nom. Mais c'est ça. C'est né depuis quand, cette organisation? Vous avez mis ça sur pied depuis combien de temps? Ça va faire 1 an le 30 avril. Et c'est pour aider les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés neurologiques. Exact. Et aider pas seulement avec la difficulté elle-même, mais avec leur vie tout court. Parce que toute notre vie change quand on est un parent d'enfants différents. C'est pas juste avec l'enfant, c'est nos amis qui changent, c'est notre famille qui change, c'est notre travail qu'on doit adapter. Le nombre de familles dont il y en a juste un des 2 qui travaille quand ils sont en couple, ce qui est déjà une exception. Et le nombre de familles monoparentales où c'est que la maman peut pas, ou le papa ne peut pas travailler, c'est assez phénoménal. Donc, c'est toute notre vie qui change. Et on oublie ou on n'a pas la capacité par nous-mêmes de prendre soin de nous. On a besoin qu'on nous le rappelle. Alors, TED à cœur est là pour aider le parent avec les enfants différents, mais aussi avec lui-même. Lui rappeler qu'il a le droit de sortir le soir pour aller au cinéma, puis qu'on va l'aider à ce que ça se fasse. Lui rappeler qu'une famille, c'est beaucoup plus que juste l'enfant différent lui-même. La plupart des activités qui existent pour les enfants TED, c'est pour l'enfant TED. Donc, c'est le parent et l'enfant TED. La fratrie n'est pas inclus. Parce qu'on est une famille, on a besoin d'avoir la fratrie avec nous. On ne peut pas les exclure sans arrêt. Donc, avoir des activités où c'est que la fratrie est inclue.
aider les parents avec tout ce qui est au niveau de la scolarité, parce que ça, c'est pas évident. À partir du moment où c'est que l'enfant embarque dans le système, là, ça demande énormément d'énergie. Donc, être mon ami est là pour ça. C'est ça, vous avez des projets, là. Être mon ami, c'est un des projets que vous voulez mettre sur pied cette année, qui est déjà en fonction ou qui va... Non, qui va l'être pour septembre. Okay. Il est déjà mis sur papier. Donc, maintenant, c'est la recherche de subventions qui va rentrer en ligne de compte. Ça touche le milieu scolaire. Ça touche l'intégration dans le milieu scolaire des enfants TED, mais avec la particularité des enfants TED eux-mêmes. OK. Et permission accordée, c'est un autre projet que vous avez. Oui. Ça touche vraiment le parent, lui donner un répit. C'est exact. ça que je comprends, là, du gardiennage. Là. Exact. Un répit, mais aussi pour qu'il puisse renouer avec ce qu'il est à la base, c'est-à-dire un ami, une femme ou un homme, un conjoint, une conjointe, qui puisse penser à autre chose, voir autre chose et renouer avec ce qu'il est au fond de lui-même. Donc, parce que les parents qui... à la base. Oui, effectivement. Les parents qui ont des enfants avec ces pathologies-là se sentent très seuls à un moment donné, là. Oui. Ils ont besoin d'un coup de main. Là. Souvent, ils ne demandent pas. Non. Est-ce que les gens appellent chez vous? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils vont sur un site web? Est-ce qu'ils font un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut le donner, peut-être? Bien sûr, c'est un problème. Il y a toutes les technologies qui sont à la portée pour pouvoir rejoindre TEDACAR. Oui. Donc, oui, effectivement, il y a le site Internet qui est www.tedacar.com. Oui. Donc, très facile à retenir. Il y a au niveau du téléphone, donc il y a du mentorat coaching qui se fait par téléphone, qui est le 514-586-5963. Si vous tombez sur la boîte vocale, vous laissez un message, on rappelle rapidement. Oui. Et puis, il y a Facebook, on est sur Facebook, il y a du coaching qui se fait via Facebook aussi. On a la page Facebook de TAC qui existe, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On est sur Twitter, on est à peu près un peu partout sur la toile, donc on est assez facile à trouver. Si vous tapez tedacar.com, vous allez trouver, c'est sûr et certain. 2012, c'est l'année de l'autisme en France. Il y aura un mois aussi de l'autisme, le mois d'avril, c'est bien cela? Oui. J'espère qu'on va parler davantage de ces difficultés neurologiques pour nos enfants dont on prend soin. Alors, travail exemplaire de votre part. Félicitations, Madame Laporte. Juste une dernière question avant de se quitter. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à tout abandonner? Comment on fait pour trouver le courage et la motivation à tous les jours de recommencer à tous les jours? C'est extraordinaire. Avant le diagnostic. Avant le diagnostic, on se pose beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions. Ouais. Qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce que ça fonctionne? L'interaction avec les autres enfants, la mise en danger des autres enfants. Alors oui, j'ai déjà remis en question. Depuis le diagnostic, non. Ça a fait l'effet inverse. Ça donne le courage. On a une raison. On focus sur quelque chose. Il y a une ligne possible. On a un chemin qu'on est capable de suivre. Donc, depuis le diagnostic, non. Mais avant, oui, définitivement. Et je crois que c'est normal. C'est normal de passer par cette étape-là. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que votre vie aurait été meilleure si vos enfants n'avaient pas eu de difficultés neurologiques, ou vous trouvez que votre vie est enrichie du fait que les enfants ont été touchés par ces pathologies? Définitivement. Ah, oui? Ma vie aurait été beaucoup moins pleine. Ouais. Si ça c'est drôle. On ne souhaite pas ça, avoir des enfants différents. Non. Mais oui, ça l'emmène beaucoup d'enrichissement, ça l'emmène un apprentissage puis une connaissance de soi qu'on n'aurait jamais eu auparavant. Ça que même de façon personnelle, ça l'emmène du bien. Madame Lynne Laporte, présidente fondatrice de TEDACAR, merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne.